l'idée de ce panel, on trouvait intéressant d'évoquer un peu ce qui s'est passé dans le monde de l'éducation, qui est effectivement un monde qu'on commence à bien connaître. C'est un monde qui a été, comme beaucoup d'autres, mais complètement bouleversé par l'arrivée du Covid, avec finalement des modes opératoires qu'il a fallu réinventer de manière quasiment instantanée. Dans un monde qui est assez, finalement, la logistique est assez complexe. Un monde également où il y a un certain nombre de particularités, notamment, on l'oublie parfois, mais dans le monde de l'éducation au privé, on gère des clients qui ont leurs exigences, leurs attentes. Et une des particularités de ce métier, c'est qu'en fait, on n'a pas un client, mais qu'on a deux clients. C'est l'élève, mais c'est aussi les parents qui sont les payeurs et qui ont aussi leur vue sur comment il faut faire, sur ce qu'il faut faire, etc. Donc il a fallu gérer tout ça. Et donc on a trouvé intéressant, de partager avec vous un peu la manière dont ça s'est passé concrètement. Mais ce qu'on pense également, c'est que ce monde va être durablement impacté ou transformé par ce qui s'est passé, parce que je pense qu'on va en tirer un certain nombre d'enseignements, un certain nombre de leçons. Et ça sera la deuxième partie de ce panel. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est peut-être de laisser Romain et Martin se présenter rapidement, et puis on passera après à la première partie effectivement de cette table ronde, qui consistera à passer un peu en revue la manière dont se sont déroulés les derniers mois. Et on laissera Martin et Romain s'exprimer sur comment ils ont vécu cette période, quels challenges ils ont identifiés et comment ils y ont répondu. Je commence ? Allez. Ça marche ? Voilà, ouais. Alors bonjour à tous, je m'appelle Romain Paillard. Je suis pas Boris Paillard qui est là. On partage toutefois le même homonyme parce qu'on est frères. Donc je suis un des 3 cofondateurs du Wagon avec Boris et notre directeur technique Sébastien qui nous a rejoint un petit peu après. Moi, je ne suis pas ingénieur, je suis un ancien avocat dans une boîte où il n'y a quasiment que des ingénieurs. C'est-à-dire que j'ai 2 associés, un centralien, un X, et on a quasiment que des ingénieurs dans nos équipes. Donc je fais un peu tâche dans l'horizon, mais j'apporte aussi un peu de diversité. Historiquement, donc le Wagon, ça nous a été extrêmement bien présenté tout à l'heure par Thierry, donc je ne vais peut-être pas m'apesantir sur l'histoire, mais je vous fais un bref récapitulatif. C'est donc un bootcamp de programmation et de data science qu'on a lancé en 2014 avec mon frère et Sébastien. Donc un bootcamp, c'est quoi ? C'est un camp d'entraînement intensif à une matière donnée. En l'occurrence, c'est de la programmation web ou de la data science, mais on pourrait très bien imaginer des bootcamps de ce que vous voulez, des bootcamps de langue, des bootcamps de piano. Voilà. L'idée, c'est quoi ? C'est simplement de compresser dans le temps le plus de savoir technique possible et de perdre, entre guillemets, le moins de temps possible sur de la théorie. C'est une autre approche, en fait, qui est un peu complémentaire de celle de l'éducation. On a lancé le Wagon à Paris en janvier 2014 avec 15 élèves et on a eu une croissance assez rapide puisqu'en 5 ans, on a ouvert 38 campus un peu partout dans le monde. Donc on est très présent évidemment en Europe, on est très présent en Asie, Amérique latine et Canada. Là où on formait en 2014, je pense, une petite centaine de personnes, aujourd'hui on a un alumni qui se rapproche des 10 000 personnes et on forme 3 500, 4 000 personnes par an. Voilà, donc on a eu cette croissance qui était très intéressante. C'était passionnant, on a appris plein de choses. On a une particularité historique, c'est presque rarissime maintenant dans l'écosystème français en tout cas, mais on n'a jamais levé de fonds. Donc on s'est développé tout seul depuis le jour 1, donc uniquement sur notre rentabilité, uniquement sur les royalties qu'on récupérait des franchises avec lesquelles on développait des filiales, etc. Enfin, on s'est débrouillé tout seul, ce qui a eu notamment un effet très important, qui est qu'on a pu construire des outils extrêmement solides, online évidemment, alors cette culture des ingénieurs toujours et des développeurs, pour passer à l'échelle et s'assurer que les franchisés notamment n'abîmaient pas la marque, n'abîmaient pas le produit, etc. On a décidé en 2019 d'accélérer notre croissance et de lever des fonds. Donc après 5 ans en bootstrap complet, et on a rencontré donc fin 2019 Cathay, avec qui on a échangé et de manière extrêmement fructueuse, et on a décidé de sauter le pas et de se lancer dans cette aventure, donc avec des nouveaux associés.
avec un développement qui est assez clair, avec un plan de route qui est assez clair. L'idée, c'est évidemment, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de consolider les villes-corps, donc de racheter l'ensemble des franchises. On est en bonne voie puisque à fin 2020, on devrait déjà avoir réintégré dans le giron des villes-corps, des villes filiales, l'intégralité des grosses villes européennes. Et on vient de rapatrier toutes nos activités chinoises cette semaine. Ça a été closé cette semaine. Voilà, donc ça avance extrêmement bien, presque un peu plus vite que ce qu'on avait anticipé. Le deuxième axe, c'est évidemment de ne pas se reposer sur nos lauriers et de développer des nouveaux formats, des nouveaux contenus. Il y a énormément de domaines qui sont des domaines d'avenir sur lesquels il faut former les gens. Et donc, on reste très vigilant là-dessus et on essaie de rester innovant dans notre approche. Et le dernier axe, c'est celui des corporate trainings qu'on fait depuis maintenant 2-3 ans. On a beaucoup de grosses entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien et qui sont extrêmement contents du partenariat, et on a envie de capitaliser là-dessus et de leverager là-dessus parce qu'on réalise que c'est extrêmement enrichissant et pour nous et pour eux. Donc on développe cette activité avec KT. Merci Romain. Trop long. Pas du tout. Martin. Bonjour, peut-être rapidement. Donc moi je suis Martin Coriaille, je suis le directeur général du groupe AD. Fabien l'a précisé un peu plus tôt. Je l'ai rejoint récemment en venant d'un autre secteur, pas vraiment l'éducation, mais le digital, après une carrière à l'international qui non seulement amène de la diversité, comme Romain le fait au wagon, mais aussi sont vraiment des enjeux de développement très forts dans le secteur de l'éducation. Et les derniers mois vont probablement accélérer cette mutation. On en reparlera très probablement. Juste sur le groupe AD, j'ai l'impression que vous en entendez parler tous les ans depuis quelques années, donc je ne vais pas m'appesantir. Mais tous les ans, il évolue et il est un peu différent. Fabien l'a bien décrit, mais aujourd'hui, donc c'est l'un des leaders européens des écoles dans le domaine de l'art et de la création. On a 12 écoles en Europe, 36 campus. On forme aujourd'hui plus de 15 000 étudiants dans nos différentes écoles, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Notamment dans plusieurs domaines. En France, on est connu notamment pour, qui a été à l'origine du groupe AD, l'école de Condé, qui est la plus grande école de design de France, qui forme un peu plus de 3600 étudiants, designers ou designers en devenir, et avec une croissance très forte, comme vous l'avez vu, à la fois organique. Tous nos campus, tous nos cursus se développent, on en crée des nouveaux, on en lance des nouveaux dans plusieurs campus en France et à l'étranger, et puis par acquisition aussi, et ça depuis l'arrivée de KT au capital en 2017, les choses sont aussi accélérées et on est vraiment un vrai groupe européen. Et en 20 secondes, pour expliquer peut-être l'avenir du groupe et où on va, c'est vrai que des enjeux d'internationalisation, ça va continuer parce qu'il y a beaucoup encore de chemin à parcourir, et avec notamment former des designers ou dans le domaine de l'animation, de l'audiovisuel, plein de domaines au niveau européen, partager, faire que l'Europe ait une force en termes de création et de créativité. Je ne suis pas sûr si on peut se gagner le combat en Europe contre les Chinois et les Américains sur la partie plus technologique, où il y a beaucoup de capitaux investis là-bas. Sur la partie de créativité et de création, il y a peut-être encore une marque qu'on peut faire en Europe et qu'on va nous continuer de pousser en formant à ces métiers-là. Le digital qui est capital, et puis après il y a plein d'autres développements qu'on pourrait imaginer pour AD, notamment dans la formation professionnelle, notamment dans la réorientation. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et donc c'est notre chemin sur les prochaines années. Merci Martin. Alors on peut peut-être enchaîner et on peut commencer avec toi. Peut-être que tu nous expliques un peu quels sont un peu les challenges auxquels le groupe a dû faire face pendant les mois là, qui viennent de s'écouler. Quels étaient les principaux et comment vous y avez répondu? Alors il y a eu beaucoup de défis liés à la crise sanitaire, mais en fait ça avait commencé même un peu avant parce que on a eu l'expérience sur tous nos campus français des grèves de l'hiver dernier. Ça paraît loin maintenant, mais ça a été aussi déjà un enjeu pour nous, où il a fallu très rapidement pouvoir offrir des cours en distanciel.
Alors, on avait la technologie pour le faire, donc ça a pu être fait assez facilement. On a répliqué ça encore sur la période du confinement. Et en 48 heures, on a pu faire les cours et offrir une expérience satisfaisante aux étudiants qui, d'ailleurs, ont plutôt très bien réagi et très bien suivi grâce à tous les outils qui existaient déjà. Ça, c'est la partie la plus opérationnelle. Alors, il faut faire preuve d'agilité, etc. Mais nous, on est dans les domaines très appliqués. Le design, le dessin, le parfum, où c'est plus difficile de faire tous les cours à distance. Et donc, il a fallu aussi qu'on se réorganise. Voilà, parce que faire des cours d'olfaction, c'est pas facile derrière un écran. En plus, donc c'est des enjeux et des complexités. Mais on a pu s'adapter parce que quelque part, tout le monde comprenait qu'il fallait y aller. Je pense que si on avait été, on disait maintenant les cours sont en ligne, ça aurait posé beaucoup plus de problèmes. Tout le monde comprenait la situation et en fait, la solution s'avérait satisfaisante dans la plupart des cas et la plupart des cours. On a dû parfois bouger et rebalancer les cours. Mais pour nous, c'est surtout on l'a vraiment effectué non pas comme un changement radical de business model ou de façon d'enseigner, mais plutôt comme une évolution ponctuelle dans ces cas-là où on a dû passer en mode, je ne dirais même pas dégradé, mais en tout cas différent en termes d'enseignement. Alors nous, en fait, nous c'est très particulier parce que on est probablement une des entreprises avec le plus gros ratio de développeurs, même toute entreprise confondue. On a des développeurs partout puisqu'on en forme au quotidien et que tous nos professeurs sont des développeurs. Donc on a historiquement un ADN qui est extrêmement agile, qui est extrêmement remote, extrêmement tech. Voilà, donc tous nos outils sont online. Il y a quasiment aucune pain qu'une école classique connaît qui n'est pas déjà automatisé et traité par nos outils. Et on a cette culture-là vraiment depuis le début. Donc en gros, nous, on a pu passer sur une expérience en full remote de manière extrêmement simple et extrêmement rapide. Il y a eu quelques petits twists de la plateforme à faire, mais c'était vraiment tout à fait mineur. Donc on n'a Ça veut dire que l'enjeu pour toi, il n'était pas techno. Non, en fait. non, en fait, nous, paradoxalement, l'enjeu principal, on l'a identifié un peu au dernier moment. L'enjeu principal, c'est le format. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu de problème à passer en remote, etc. Sauf que nous, on n'est pas sur le temps long des écoles. On est sur un temps court de 2 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élève qui anticipe que la formation va être en ligne, qui anticipe que ça va être hybride, que ça va peut-être être reporté, annulé, etc., il va se dire non mais je ferai le wagon dans 6 mois, je ferai le wagon l'année prochaine. Enfin, on a des départs assez réguliers. Donc ce qu'on voulait pas, nous, c'était que les élèves partent. Parce qu'en fait, si on a sur une classe de 40 élèves, 30 élèves qui nous disent ah ben non, je le ferai au trimestre prochain, c'est une perte sèche. Donc nous, notre principale difficulté, paradoxalement, ça n'a pas été de passer en ligne, ça a été de gérer un peu les législations et les réglementations locales. C'est-à-dire qu'en France, on a annoncé par exemple un confinement strict. Paradoxalement, ça a été très facile pour nous. Parce qu'à partir du moment où les élèves s'étaient mis en tête qu'ils seraient avec nous pendant 9 semaines chez eux, voilà, il n'y avait pas de problème. Donc ils sont restés engagés. À Londres, par exemple, où ça a été beaucoup plus complexe, ça a été moins clair, il y avait plus d'atermoiements sur les décisions qui allaient être prises. Là, on a perdu quand même des élèves parce qu'ils se disaient, comme c'est pas clair, je le ferai plus tard. Voilà. Et donc on n'a pas bénéficié de ce temps long des écoles. Donc ça s'est globalement quand même très bien passé. Notre activité n'a pas du tout été impactée concrètement par le Covid. Et là, on est en train de faire le meilleur trimestre de notre histoire sur Q4. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une difficulté qu'on avait. Comment vous avez fait du coup, Romain, pour maintenir la dynamique du coup de recrutement des élèves? Parce que si on comprend bien ce que tu nous dis, c'était ça l'enjeu. C'était pas la dimension technique, je bascule en remote. C'était comment je conserve la même attractivité et comment je remplis mes badges dans cette période toute particulière, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez mises en place? Il y a plusieurs sujets. Ouais, alors déjà, nous, il y a quelque chose. Alors, il y a le premier sujet qui était qu'on attendait la plupart du temps qu'il y ait des lockdowns annoncés, etc., pour verrouiller les élèves au maximum. C'est pas très honnête, mais bon, c'était un peu notre seule façon de fonctionner. Après, sur l'acquisition, il y a quelque chose qu'on faisait historiquement. Les cordonniers sont parfois les moins bien chaussés. On a une acquisition qui se basait beaucoup sur les workshops physiques. On organise des workshops physiques où les élèves, les prospects peuvent venir faire des cours, etc., et avoir un goût un peu de ce qu'on propose, des échantillons gratuits, quoi. Et ça, en fait, on l'a passé sur des webinars
puisqu'évidemment tout le monde était chez soi, et on a eu un impact énorme des webinaires. C'est-à-dire qu'on a fait, au lieu de faire des ateliers avec une vingtaine ou trentaine de personnes, on a eu des webinaires avec 1000, 1500, 2000 personnes, et avec évidemment un reach en termes d'acquisition et de conversion qui était excellent. Et ça c'est vraiment pour le coup un des gros learnings du confinement et du Covid. Un autre learning qui est un peu idiot, mais nous on s'était dit, en passant online et en proposant pendant le confinement une expérience online et non pas en présentiel, on va avoir plein d'élèves qui vont dire non mais attendez, moi je veux payer moins cher. On s'était dit la valeur perçue va être inférieure, donc on va avoir une levée de bouclier d'élèves qui vont nous dire attendez, moi je veux un discount parce que c'est online et c'est pas en présentiel. Et en fait pas du tout. En fait, pas du tout. Donc, on a facturé exactement la même chose qu'en présentiel pour une expérience online. Online synchrone, je précise parce que c'est hyper important. Donc, online synchrone, ça veut dire avec des professeurs qui sont quand même là en face de vous, mais pas dans la même pièce. Voilà. Martin, peut-être? Oui, je l'assurerai que l'un des changements qui, et je pense, va être durable dans nos métiers, c'est sur toute la partie justement de recrutement des étudiants. Il y avait dans les écoles de formation initiale qu'on a beaucoup cette tradition de le salon étudiant, la journée porte ouverte, l'inscription. Il y avait une sorte de passage obligé comme ça pour attirer les étudiants et leur montrer comment fonctionnaient les cours et à quoi ils pouvaient s'attendre. On a dû faire un changement très radical cette année dans le recrutement avec exactement la même expérience, passer sur des lives, passer sur des choses en ligne, augmenter beaucoup la partie marketing digital et la coordonner beaucoup plus. Et il y avait une grosse inquiétude un peu qui s'avérait en fait pas du tout fondée parce que on apportait en tout cas une réponse à un vrai problème qui était l'orientation des étudiants où ils ne savaient pas trop comment, notamment des bacheliers qui cherchaient à rentrer en bachelor, quoi faire, comment le faire. Et quelque part, les outils en ligne permettaient pour eux d'être plus simples et plus faciles que d'assister à un salon avec 350 stands différents et partir avec 12 kilos de brochures dans leur sac. Donc, et ça, je pense que ça va durablement changer. On le voit déjà en ce début d'année où les salons sont reportés ou digitalisés, donc ça devient des événements digitaux. Et ça, c'est un vrai, c'est une nouvelle façon, en tout cas, de faire le marketing, le commercial, enfin, de recruter les étudiants et de faire valoir les spécificités de nos formations. Et je pense que ça, c'est un changement durable qui est en train de se Qui est structurel. passer. Ouais, Qui est structurel. qui est structurel. Okay. Comme on le disait, on connaît bien ce monde de l'éducation et on discute avec beaucoup d'écoles toujours. Hein, et ce qu'on entend, beaucoup d'acteurs voient un peu l'opportunité dans cette dimension remote, digitalisation, etc. En disant super, on va pouvoir faire la même chose avec 2 fois moins de locaux. Et donc, on voit déjà l'impact PNL positif. Nous, on est personnellement plus mesuré sur cet aspect-là. Hein, bon, et particulièrement avec effectivement le sujet AD où tu disais il y a beaucoup de vocationnels et beaucoup de travaux appliqués, etc. Si on essaye de se placer non pas du point de vue de l'école, mais du point de vue de l'étudiant, est-ce que vous pensez que suite à cette crise et suite à cette expérience, les attentes des étudiants ou les exigences vont également évoluer? Est-ce que finalement, il va y avoir des demandes particulières qui vont émerger dans la manière dont on gère des cours sur une année, la manière dont on les dispense, dont on les construit Je pense qu'on est au début, en tout cas, de cette évolution, mais nous, on n'était pas surpris, mais on a constaté en tout cas que les étudiants étaient contents de retourner à l'école, étaient très contents de retrouver une salle de classe, de retrouver le lien avec un professeur, le lien avec un groupe qui est la classe, même s'il y avait eu des travaux en groupe qui avaient été faits à distance. Il y a un côté, et alors c'est peut-être lié à nos écoles qui enseignent des choses assez pratiques et parfois même physiques. Mais je pense quand même que ce qui se passe dans une salle de classe entre un professeur et sa classe reste un lien fort qui ne va pas disparaître demain. Alors ça, c'est pas pour nier qu'on est quand même au début d'un changement fort et on voit bien que il y a des enseignements qui pourraient probablement gagner à être faits à distance. Des enseignements plus théoriques. Et même dans nos écoles de design, il y a des choses plus théoriques qui peuvent être faites à distance. Parce qu'on peut avoir les meilleurs professeurs, on peut avoir les meilleures interactions, les étudiants peuvent avoir une meilleure expérience, enfin une bonne expérience en tout cas, ou une très bonne expérience comme ça. Donc ça va
pour certaines notions qu'il faut bien fixer au début, à mon avis, c'est le début d'un changement. Mais en tout cas, je ne crois pas que l'avenir de l'éducation, et notamment dans nos métiers, ça soit du full online, où les gens le font à 3 heures du matin parce qu'ils ont envie. Il restera quelque chose d'assez... où le présentiel restera important. Mais on va quand même vers des cours qui vont être plus en distance. Mais voilà, ce que j'appelle un peu la viscosité du marché, c'est-à-dire qu'on a beau retourner l'assiette, c'est pas tout de suite que tout change, ça va graduellement, mais je pense que quand même c'est la direction d'avoir plus de choses qui se passeront à distance, qui seront complètement acceptées par les étudiants, mais ça ne remplacera pas totalement, en tout cas, les cursus qui sont faits encore en classe. Merci. Romain, de ton côté, tu perçois aussi des évolutions dans les attentes des étudiants? Alors nous en fait, au wagon, il y a quelque chose qu'on fait depuis toujours. Alors nous, un des principaux coûts dans l'éducation, c'est évidemment les coûts pédagogiques, donc les professeurs, les tuteurs, etc. Au wagon, on a un professeur principal sur une journée et des professeurs et des tuteurs. Donc le professeur principal est notre principal coût. Il y a quelque chose qu'on fait historiquement, c'est que tous les cours qui ont lieu le matin, il y a un cours tous les matins d'1 heure et demie, sont en vidéo. Donc en gros, les élèves y ont accès quand ils veulent. Ils peuvent les revoir. Il y a même des élèves qui se reconnectent plusieurs années après pour aller revoir tel ou tel cours. Donc nous, historiquement, tous les cours qui sont donnés le matin sont déjà sur la plateforme en vidéo. Par conséquent, on a depuis très longtemps et beaucoup d'investisseurs qui nous ont posé la question évidente, mais pourquoi faire venir un professeur le matin pour donner un cours qui est déjà en vidéo? La question, elle peut paraître légitime, et la réponse l'est tout autant, parce qu'en fait, la vidéo en ligne a une vocation documentaire, a une vocation asynchrone, c'est-à-dire que l'élève y reviendra. C'est comme un forum, c'est du contenu auquel l'élève va revenir. C'est pas une expérience d'apprentissage, ça a une vocation documentaire. Et ça enrichit l'expérience d'éducation. Et ça, les élèves aiment ça. Ils aiment pouvoir retourner à des contenus en ligne quand ils le veulent, au moment où ils le veulent, à la carte. En revanche, l'expérience de transmission du savoir qui a lieu pendant le cours du matin, c'est quelque chose qui a ce petit je ne sais quoi, dont on parlait là, on en parlait la dernière fois, quand on fait des entretiens d'embauche, par exemple, dans un autre secteur pour Airbnb. C'est pourtant une entreprise qui est très remote, qui est très online, qui fait tout online, etc. Il n'empêche que quand vous avancez dans les rounds de sélection, ils vous payent un billet d'avion pour traverser l'Atlantique pour vous rencontrer physiquement. Le recrutement ne se fait pas uniquement online. Parce qu'il y a aussi ce petit je ne sais quoi qui a lieu dans les interactions humaines physiques et immédiates. Et ça, c'est extrêmement compliqué à remplacer. La preuve en est que nous, à la fin des 2 mois de wagon confinés, où tout avait lieu en remote, nos profs étaient exténués. Exténués parce que l'expérience de transmission uniquement en ligne, en one-to-one, en one-to-many, est beaucoup plus fatigante quand on ne peut pas profiter des interactions physiques. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté. Les profs étaient beaucoup plus fatigués, et comme tu le disais, les élèves, autant que les profs, étaient ravis de revenir sur un campus présentiel et de voir leurs camarades, parce qu'il y a des enjeux de communauté aussi. Dans ce qu'on fait, il y a des sujets de communauté, et créer une communauté, une classe, ça reste une petite communauté, une classe, émuler cette petite communauté, la faire vivre, lui donner sa dynamique, c'est beaucoup plus compliqué en ligne pendant 2 mois que quand ils passent 2 mois ensemble et qu'il y a un effet colo, quoi. Oui, ce qu'on se comprend, c'est que ni l'un ni l'autre, vous envisagez une bascule massive et rapide vers du tout digital, mais qu'on est effectivement dans un moment où on est en train de construire une formule d'hybridation, quelque part, où en fonction des formations, des cultures, on positionnera le curseur plus ou moins loin dans cette tendance à l'hybridation. Et tu le rappelais, c'est vrai que c'est important. Le moment aussi de la formation, c'est aussi un moment où on construit des réseaux par les gens qu'on rencontre, etc. Et ça, on le remplacera jamais. Le digital pourra pas grand-chose pour nous sur cet aspect-là. Moi, j'ai l'impression que le digital va transformer d'abord ce qui se passe avant la formation, c'est-à-dire le recrutement, qui n'était pas totalement digitalisé, va remplacer après ce qui se passe après, l'alternance, la formation professionnelle, la relation avec les anciens, les communautés, que le wagon a déjà beaucoup développé. Le tracking des outcomes, qui est un vrai sujet aussi. Voilà, que deviennent les élèves, c'est extrêmement compliqué. Exactement. Et qu'après, on verra pour la partie, pour vraiment la transformer, elle sera transformée au fur et à mesure, sur la partie vraiment de la formation. Parce qu'en fait, ces changements n'ont lieu que quand il y a une vraie demande des clients. Bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, on ne sent pas la vraie demande des clients, des étudiants ou même de leurs parents pour un mouvement radical sur l'online, en tout cas dans nos formations, j'ai l'impression dans les tiennes aussi. Moi, il y a un petit bémol que je me permets de rajouter, c'est qu'à la fin des 2 mois online du wagon,
Notre NPS était à périmètre constant, c'est-à-dire que les élèves étaient ravis de leur expérience online. Ceci dit, je reste vigilant à leur devenir. C'est-à-dire, est-ce que les élèves qui ont fait le wagon pendant le confinement auront le même taux de placement en entreprise, auront la même réussite en tant que freelance, en tant que salarié, etc., dans 6 mois que des élèves qui l'ont fait en présentiel. Ça, c'est une question qui reste ouverte et c'est intéressant parce que ça sera la mesure en fait, de l'impact d'une formation uniquement en ligne versus une formation présentielle. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On a Merci. épuisé le temps. Merci pour ces insights. Merci.